Bonjour à tous, je fais donc un cours aujourd'hui pour les premières G2 sur le poème de Ponge, de Francis Ponge, Le parti pris des choses, qui est donc le 15e texte de la liste, hein, T6-15. Vous aurez corrigé par vous-même, vous avez déjà corrigé le 14 qui est sur la fiche en 15, puisque c'est le 15e texte, potentiellement le dernier si on prend notre liste. Et je vais commencer aujourd'hui à faire l'introduction à ce texte, les éléments pour réussir l'introduction. Je ferai dans une autre vidéo l'analyse linéaire, l'explication linéaire à ce texte. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir sur Francis Ponge pour présenter cette œuvre et globalement qu'est-ce qu'il faut donner comme élément pour présenter le texte. Alors tout d'abord on peut noter le fait que la poésie en prose est une invention du 19e siècle, qui est un peu une invention étonnante parce que justement la poésie se définit par le fait à l'origine que ce n'est pas de la prose. Globalement, la poésie, dans la définition traditionnelle, euh, c'est le fait d'écrire en vers, en alexandrin, en octosyllabe, en décasyllabe, avec des rimes en français. Et donc, ça s'oppose à la prose, qui est la façon naturelle, normale de parler ou d'écrire, sans faire spécialement attention au nombre de syllabes et aux rimes. Euh, donc, cette notion de poésie en prose, c'est une forme d'oxymore hein, entre l'association de deux éléments qui sont contraires, puisque la poésie, jusqu'au 19e siècle, se définit justement par le fait que ce n'est pas de la prose, et la prose se définit par le fait que c'est pas de la poésie. Donc c'est un peu contradictoire. J'aime à expliquer qu'en fait, faire de la poésie en prose, c'est un peu comme faire de la tarte aux fraises, mais sans mettre les fraises dedans. Hein. C'est aller contre la définition elle-même de ce qu'elle est. C'est-à-dire, on fait une tarte aux fraises, on appelle ça tarte aux fraises, mais on met pas de fraises dedans. C'est de la poésie en prose. Alors la pâte peut être très bonne, mais c'est au moins problématique. Ça doit poser question, cette notion de poésie en prose. Alors la poésie en prose, c'est le fait d'un auteur français du 19e siècle, dont je vous donnerai je vous écrirai le nom quelque part, qui s'appelle Aloysius Bertrand. Alors Aloysius, c'est pas son vrai prénom, c'est un prénom qu'il s'est donné à lui-même. Et il écrit dans les années 1840, enfin avant 1840, des poèmes en prose. C'est le premier à proposer cette bizarreté, cette bizarrerie plutôt, d'écrire des poèmes, de dire qu'il écrit des poèmes alors que ce sont des textes en prose. Donc le premier ouvrage de poèmes en prose édité date de 1842, et donc c'est un recueil qui s'appelle Gaspard de la Nuit, qui est donc l'œuvre de ce fameux Aloysius Bertrand. Alors c'est le premier donc dans les années 1840 à proposer de la poésie en prose, et ce concept va être repris par Baudelaire, qui proposera des petits poèmes en prose. Euh, donc lui-même, Baudelaire, euh, s'est adonné à cet exercice de l'écriture en prose, que vous n'avez pas vu dans les Fleurs du Mal, parce que les Fleurs du Mal, justement, c'est un recueil de poèmes en vers, mais Baudelaire a aussi écrit de la poésie en prose. Et c'est aussi le cas d'un autre grand poète du 19e siècle, un certain Arthur Rimbaud, qui a écrit des poèmes en vers, mais aussi des poèmes en prose, notamment dans le livre qui s'appelle Les Illuminations. Et donc, au XXe siècle, c'est une chose relativement acquise que d'écrire de la poésie en prose, c'est-à-dire de proposer des textes en prose qu'on dit être de la poésie. Donc, on finit par s'habituer à ce principe oxymorique, hein, cet oxymore de la poésie en prose, et ça devient une forme euh, attendue de la poésie moderne que de proposer des poèmes en prose. Alors qu'est-ce qui peut définir un poème en prose? euh, On va dire globalement, même s'il y a toujours des exceptions à ces règles, qu'un poème en prose, c'est un texte plutôt court. Hein, on ne va pas écrire un poème en prose de 125 pages, dans ce cas-là, ça devient quasiment un roman. Donc un poème en prose, c'est plutôt un texte court, et il faut, pour qu'il prenne
titre de poème en prose, qu'il y ait une recherche en termes de sonorité, de rythme, que ce soit un texte au moins très travaillé dans la forme, qui ne soit pas de la pure prose sans, sans recherche, avec des phrases trop simples. Donc il y a cette volonté, tout de même, dans la poésie en prose, de proposer un texte qui soit poétique dans la façon dont il est écrit, les sonorités qui le portent, et aussi le sens qu'il a. Francis Ponge. Alors Francis Ponge, c'est un écrivain du XXe siècle, donc il a vécu 60-70 ans après Baudelaire, 50 ans après Mallarmé. C'est un poète qui a choisi d'écrire sur les choses. C'est-à-dire, c'est de la poésie sur du peu, sur des choses banales, comme bien, les escargots, le cajot, l'huître. Et si vous regardez, pour ceux qui ont lu Le Parti pris des choses, vous voyez tous les objets qui servent de support poétique à Francis Ponge. Et donc il écrit ce Parti pris des choses, ce recueil, il le publie en 1942, et ses poèmes s'appuient pour l'essentiel sur des réalités du monde matériel qu'il essaye de rendre le plus poétique possible par la qualité de son écriture. Le poème qui nous intéresse, c'est le poème Pluie, le premier poème du recueil, c'est le poème initial, qui évoque donc une chose assez banale, la pluie, quelque chose d'assez quotidien. Et on va voir à travers le texte que Ponge propose dans ce poème un regard tout à fait différent des autres poèmes qui précèdent celui-là par d'autres auteurs au XIXe siècle par exemple. On a justement cette alliance quasiment systématique entre la notion de pluie et la notion de nostalgie, de tristesse, de spleen, notamment chez Baudelaire, hein, puisqu'on a bien vu le spleen avec quand la pluie imite les barreaux d'une prison, dans le spleen, hein, dans le texte spleen qu'on a étudié pour le bac. On a une autre vision de la pluie, qui est une pluie angoissante, déprimante. Là, on n'est pas du tout dans cet état d'esprit. C'est un texte qui, au contraire, donne une vision plutôt harmonieuse du phénomène et qui prend le phénomène d'un point de vue quasiment scientifique, météorologique. On verra ça dans le détail. Je vous lis le texte pour que vous ayez une idée de la façon dont il faut le lire. C'est moins problématique que les poèmes en vers, où il faut essayer de faire le mieux possible les e muets et les liaisons. Là, on va essayer quand même de faire les liaisons. Le poème s'intitule donc Pluie, et je vous lis. La pluie, dans la cour où je la regarde tomber, descend à des allures très diverses. Au centre, c'est un fin rideau, ou réseau, discontinu, une chute implacable mais relativement lente, de gouttes probablement assez légères, une précipitation sempiternelle, sans vigueur, une fraction intense du météore pur. À peu de distance des murs de droite et de gauche, tombent avec plus de bruit des gouttes plus lourdes, individuées. Ici elles semblent de la grosseur d'un grain de blé, là d'un pois, ailleurs presque d'une bille. Sur des tringles, sur les accoudoirs de la fenêtre, la pluie court horizontalement, tandis que sur la face inférieure des mêmes obstacles, elle se suspend en berlingot convexe. Selon la surface entière d'un petit pois de zinc que le regard surplombe, elle ruisselle en nappes très minces, moirées à cause de courants très variés, par les imperceptibles ondulations et bosses de la couverture. De la gouttière attenante où elle coule, avec la contention d'un ruisseau creux, sans grande pente, elle choit tout à coup en un filet parfaitement vertical, assez grossièrement tressé, jusqu'au sol, où elle se brise et rejaillit en aiguillettes brillantes.
Chacune de ces formes a une allure particulière, il y répond à un bruit particulier. Le tout vit avec intensité, comme un mécanisme compliqué, aussi précis que hasardeux, comme une horlogerie dont le ressort est la pesanteur d'une masse donnée de vapeur en précipitation. La sonnerie du sol au sol, des filets verticaux, le glouglou des gouttières, les minuscules coups de gong se multiplient et résonnent à la fois en un concert sans monotonie, non sans délicatesse. Lorsque le ressort s'est détendu, certains rouages, quelque temps, continuent à fonctionner, de plus en plus ralentis, puis toute la machinerie s'arrête. Alors, si le soleil reparaît, tout s'efface bientôt, le brillant appareil s'évapore, il a plu. Donc c'est un texte relativement court et qui a la particularité de se présenter sous forme de paragraphes. Il y a donc 4 paragraphes. On va faire simple et considérer qu'il y a 4 mouvements dans le texte, chacun des mouvements correspondant au paragraphe qu'a déterminé Ponge lui-même. Le premier paragraphe, c'est tout simplement la description de la pluie qui tombe et des différents aspects qu'elle peut prendre, notamment d'un point de vue visuel, dans la cour. Le deuxième paragraphe, c'est la comparaison de la pluie avec une horlogerie, avec cette notion d'objet qui donne un rythme, qui suit une certaine mécanique. Le troisième paragraphe insiste sur les sonorités que fait la pluie en tombant, et le caractère musical de la pluie. Et le dernier paragraphe, c'est la fin de la pluie, le retour au soleil, et donc la fin du poème. Voilà pour l'explication de ce que vous devez pouvoir maîtriser en termes d'introduction. Je vous invite à déjà réfléchir à ce que vous pouvez avoir à dire sur les différents mouvements du texte, éventuellement les questions que vous pourriez me poser sur le vocabulaire précis qu'utilise Ponge dans son texte. Je pense par exemple à des mots comme moiré, convexe, berlingot, vous ne connaissez peut-être pas. Faites-en la liste et envoyez-moi vos questions par internet, donc toujours soit par Atrium, la messagerie Atrium, soit sur mon mail académique emmanuel.agement@ac-nice.com. .fr, pardon, .fr. Donc je vous envoie assez vite, peut-être dès demain, l'explication linéaire de ce texte en vue de le présenter pour le bac. Bonne soirée.